Esta primera sesión de conferencias con dos intervenciones, el profesor Patrick Bottling de la Universidad de Reims, Francia, y el profesor Jean-Baptiste Linares de la Universidad de Valencia. Los ponentes hablarán sobre el tema y luego al final de las dos exposiciones se abrirá una sesión de diálogo. La forma de diálogo lo dejamos para el final de la sesión de conferencias. Bien, en primer lugar, hablará el profesor Patrick Bottling sobre el pensamiento de la cultura contra la investigación de la verdad. El profesor Patrick Bottling, como acabo de decir, es profesor de la Universidad de Reims, es también director del Grupo GIRN, Grupo Internacional de Investigaciones sobre Nietzsche de Europa. Es autor de numerosos libros, entre ellos el más importante suyo es Nietzsche y el problema de la civilización. También tiene otra serie de libros que han tenido resonancia. Tal vez uno de los más conocidos es el vocabulario de Nietzsche en francés. Y últimamente acaban de editar, juntamente con el profesor Balde, un libro sobre el arte de leer bien, Nietzsche, la filología, que se acaba de publicar el año pasado. Está preparando también un diccionario sobre Nietzsche en francés en colaboración con la profesora Céline Denat. Bien, le dejo la palabra al profesor Bottling. Je vais parler en français, je ne peux malheureusement pas parler en espagnol, je le regrette. Je voudrais commencer en remerciant très chaleureusement les responsables de la Société espagnole d'études sur Nietzsche, de la CEDEN, en particulier Luis de Santiago Huervos. Je voudrais remercier également Diego Sanchez-Meca. J'admire toujours sa générosité et la qualité de l'organisation des congrès dont il s'occupe. Et remercier l'Université Complutense de Madrid pour sa généreuse invitation. Alors, je vais commencer tout de suite. L'objectif des remarques que je vais présenter est d'essayer de comprendre le sens du mot culture, de la notion de culture chez Nietzsche, ce qui est assez difficile puisque Nietzsche fait varier considérablement la signification de cette notion pour en faire vraiment un concept philosophique. Et je voudrais voir également quelles implications a cette modification sur la nature du travail philosophique. Que doit faire la philosophie? Quelle est la véritable tâche de la philosophie? Puisque Nietzsche considère, je vais le rappeler, que jusqu'à présent, la philosophie n'a pas rempli son programme véritable. Je vais commencer donc par une première série de remarques sur la superficialité du travail théorique. Nul n'ignore que la critique virulente du christianisme est au cœur de la réflexion de Nietzsche. Le thème est bien connu, mais on prête généralement beaucoup moins d'attention à la logique à laquelle obéit la démarche de Nietzsche. Or, la logique est toujours plus importante chez lui que la conclusion ou la thèse à laquelle il parvient. Or, Nietzsche ne critique pas le christianisme comme le font d'autres philosophes. Non seulement les raisons invoquées pour justifier la condamnation sont multiples, sont diverses, mais ce qui est plus grave, elles peuvent sembler très ambiguës. Je vais me référer à l'ouvrage classique désormais d'Éric Blondel, Nietzsche, le corps et la culture. Éric Blondel a remarquablement analysé cette ambiguïté dont je parle. Je cite une de ses analyses. Est-ce le christianisme qui affaiblit le corps ou le corps faible qui produit le christianisme? Demande Éric Blondel. Quelle est au juste la nature du reproche que Nietzsche adresse au christianisme? Est-ce que le christianisme est une cause de maladie, cause d'affaiblissement, ou au contraire, est-ce une conséquence? Est-ce un symptôme? Est-ce que le christianisme est source de la maladie nihiliste, ou uniquement une répercussion et un symptôme?
Éric Blondel attire l'attention sur l'une des difficultés les plus considérables de la réflexion nietzschéenne. Parce qu'effectivement, dans les textes, l'argumentation passe d'un point de vue à l'autre sans cesse. La critique du christianisme n'est qu'un cas particulier. La difficulté que nous venons de souligner se retrouve à tous les niveaux de l'enquête menée par Nietzsche. Alors pour tenter de résoudre cette difficulté, il faut avant tout comprendre, je crois, la nature spécifique, l'originalité de l'intervention de Nietzsche dans le champ philosophique. Comprendre pourquoi Nietzsche est totalement différent des autres philosophes. L'auteur d'Ainsi parlait Zarathustra nous contraint, dirais-je, à un examen de conscience au sujet de la nature de la pensée, ce qu'est véritablement la pensée. Et à titre de conséquence, il infléchit l'orientation de nos modes de réflexion, il déplace les objectifs que nous proposons à notre savoir. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas lire Nietzsche, par conséquent, comme les autres philosophes? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas appliquer efficacement les mêmes techniques d'analyse que celles qui permettent d'élucider la réflexion des penseurs antérieurs, Platon, Descartes, Kant, par exemple? Je vais partir d'un premier indice pour entrer dans le vif du sujet, un indice qu'on trouve dans la préface de la généalogie de la morale. Dans le paragraphe 4 de cette préface, Nietzsche fait une remarque en passant, une remarque incidente: que m'importent les réfutations. Cette déclaration est surprenante, elle peut sembler un mouvement d'humeur, un mouvement de passion, de colère simplement, et on serait tenté de ne pas lui accorder beaucoup d'importance. Mais elle entraîne des conséquences absolument considérables pour la compréhension de la tâche philosophique, puisque en rejetant les réfutations, Nietzsche rejette purement et simplement la technique qui est admise depuis des siècles, permettant de détecter l'erreur, c'est-à-dire la technique qui représente la base de la discussion philosophique. Si on prend cette affirmation au sérieux, elle revient à proclamer le rejet de la pratique philosophique dans son ensemble. Alors, on se demande dans ces conditions, est-ce qu'il n'y a pas là simplement chez Nietzsche, qui est, on le sait, porté aux déclarations grandiloquentes, solennelles, est-ce qu'il n'y a pas là simplement une formule rhétorique qui chercherait à plonger le lecteur dans la crainte et dans la perplexité? Parce que, il faut bien l'admettre, si Nietzsche est sérieux, si l'on doit prendre au sérieux cette affirmation, que m'importent les réfutations, alors Nietzsche se prive purement et simplement du moyen, de la possibilité même de mener le débat philosophique. Quelle autre règle peut-il y avoir en philosophie que celle de la progression par détection et élimination de l'erreur? Si Nietzsche refuse la condition même du dialogue, en quoi sera-t-il encore philosophe? Comme il en revendique parfois l'honneur. Donc il est peut-être plus raisonnable de considérer que cette déclaration est simplement rhétorique, et que, puisque Nietzsche se veut philosophe, il n'a pas d'autre choix que de s'incliner, comme ses pairs, devant la nécessité absolue de la démonstration et de la réfutation. Pour se faire une idée nette du problème et de ce que vise cette curieuse déclaration de la généalogie de la morale, il est nécessaire d'étudier, à mon avis, non pas simplement ce que dit Nietzsche, ce que déclare Nietzsche, mais avant tout ce qu'il fait, la logique qu'il applique, qu'il met en œuvre dans sa réflexion. Relue à la lumière de la pratique effective qui est la sienne, cette formule pourrait avoir pour sens de suggérer que l'idéal d'élimination théorique de l'erreur ne peut être considéré comme le terme ultime du débat. Et ceci parce qu'il repose sur une compréhension de l'activité philosophique qui serait elle-même inadéquate et critiquable. La visée nietzschéenne se révélerait alors tout à fait différente de ce que laisse croire une lecture immédiate. Il ne s'agirait pas de laisser libre cours à un dérisoire mouvement d'humeur face aux nécessités philosophiques, mais tout au contraire de mettre en évidence des fissures inaperçues, des fissures que les philosophes n'ont pas détectées jusqu'à présent, des fissures qui menacent l'entreprise philosophique.
et qui nous contraignent à abandonner le temps de la confiance sereine pour entrer dans celui de l'enquête scrupuleuse sur l'activité philosophique elle-même. Quelle est donc la nature véritable du questionnement philosophique pour Nietzsche? Que cherche-t-il à faire lui-même dans le champ philosophique? Bon, Nietzsche pratique abondamment la critique de ses prédécesseurs, on le sait, avec beaucoup de virtuosité, souvent beaucoup d'humour, et tout cela peut nous faire oublier qu'il se défend constamment d'être un esprit négateur. On oublie aisément que ce que Nietzsche prend pour cible, bien plus que les individus, c'est une pratique commune aux philosophes. Une pratique qui les caractérise. Les jugements généraux, les jugements en apparence simplificateurs sur ceux qu'il appelle les philosophes, ne sont pas la marque d'une approximation. Ils sont au contraire le signe d'une logique extrêmement rigoureuse dont l'auteur de Par-delà bien et mal fournit au lecteur un indice déterminant, quoique imperceptible, par l'usage constant d'un petit mot. C'est un des mots qui reviennent le plus souvent dans les textes de Nietzsche, le mot allemand « bisher » jusqu'à présent. Jusqu'à présent. Par ce terme, Nietzsche veut suggérer que les philosophes, ordinairement animés par la passion de la réfutation mutuelle, ont en réalité bien plus en commun qu'ils ne se l'imaginent. Les conflits ne sont peut-être que les conflits de façade. Et ce que l'on doit reprocher fondamentalement à la pratique de ces penseurs, bien plus que de commettre des erreurs, c'est justement d'être resté une confrontation de façade, une confrontation superficielle. Bref, une confrontation qui masque un accord très profond, mais jamais interrogé. L'examen détaillé des types de problèmes en fonction desquels les philosophes questionnent, l'examen des modalités d'enquête qu'ils pratiquent, met en évidence un décalage constant entre la pratique des philosophes et l'idée de la philosophie qu'ils défendent. Ce sera le point de départ de ces remarques, ce décalage entre l'idéal philosophique et la réalité de l'effectuation, de la réalisation de ce programme. Comment se justifie l'identification de la philosophie à la recherche de la vérité? De manière unanime, les philosophes appuient, sans s'en rendre compte, leur réflexion sur un double préjugé. D'une part, une préférence instinctive pour le vrai, alliée à une répugnance invincible pour le faux. D'autre part, la croyance à l'existence autonome de la pensée, qui est pensée elle-même comme l'opposé de l'erreur. À l'existence autonome de la vérité, pardon. Pensée comme l'opposé de l'erreur. Bon, la validité du schème oppositionnel, le dualisme, l'opposition dualiste, l'antinomie d'essence ou de valeur, en quelque sorte, qui joue un rôle central ici, fait problème, tout autant que l'extraordinaire investissement affectif à l'égard du faux. Il ne s'agit pas simplement du rejet du faux chez les philosophes. Ce que l'on constate, ce n'est pas le rejet théorique, c'est la haine viscérale de la fausseté, qui confine au fanatisme. Il y a une dimension extrêmement passionnée de l'activité philosophique qui n'a pas généralement été prise en compte. Sauf un peu, il est vrai, par Platon, dans le Phèdre en particulier. Mais c'est un autre problème. En tout cas, ce double préjugé constitue une négation, une véritable négation pratique de l'idéal d'objectivité qui est revendiqué. Pourquoi la préférence pour le vrai irait-elle de soi? Pourquoi serait-elle évidente? Nietzsche fait remarquer que la constance dans l'absence de justification a ici quelque chose d'intrigant. Je renvoie par exemple, parmi 1000 autres textes, à cet extrait de la généalogie de la morale, le troisième traité, paragraphe 24, où Nietzsche déclare ceci, que l'on considère, s'agissant de cette question, les philosophies les plus anciennes et les plus récentes. Aucune n'a la moindre conscience du degré auquel la volonté de vérité elle-même requiert d'abord une justification. Et il conclut, il y a là une lacune de toute philosophie.
Aucun philosophe, en effet, n'a demandé avec la froideur nécessaire pourquoi il faut préférer la vérité à l'erreur ou à l'ignorance, ni même s'il était seulement légitime d'opérer un tel clivage dualiste entre la vérité et l'erreur, ou entre la vérité et l'apparence, ou l'illusion. La chose semblait, d'une certaine manière, aller de soi. Ce premier faux pas engage d'emblée la démarche philosophique sur une voie déviante. Oubliant d'envisager des possibilités concurrentes, négligeant de soumettre leurs problématiques directrices aux exigences fondamentales qui sont celles de leur idée de la philosophie, les philosophes commencent leur recherche par une trahison. Un second préjugé vient aggraver la situation. La conviction que le vrai est en outre assimilable au démontré ou à l'irréfutable. Position qui n'est pas plus justifiée par les philosophes. Bref, la pratique philosophique n'a cessé de renier dans les faits l'exigence de radicalité. Exigence de radicalité, je veux dire tout démontrer, tout justifier, qui est la loi même de la philosophie depuis par Platon, depuis la mise à l'écart de la doxa et l'alignement de la philosophie sur l'épistémé. Bref, donc, faute d'une capacité d'interrogation suffisamment aiguë, les philosophes ne se combattent pas vraiment. Leur lutte ont pour arrière-plan un consensus aussi invincible qu'inconscient. Et loin de déplorer le spectacle du champ de bataille généralisé que donne l'histoire de la philosophie, comme le faisait Kant, on doit s'inquiéter tout au contraire de l'unanimité suspecte que masque cette guerre. À la faveur de cette perspective, on voit se révéler la valeur que prend la formule « jusqu'à présent », le petit mot « jusqu'à présent » pour Nietzsche. Loin d'en rester à une critique, ce petit mot suggère la nécessité d'une révision radicale de la pratique philosophique. Il indique la présence, en deçà des divergences doctrinales, qui ne sont que superficielles, la présence d'un accord clandestin, mais permanent, durable, obstiné, au sujet de préférences foncières qui sont soustraites, sans justification, à tout protocole d'interrogation. Ce petit mot révèle l'existence d'une communauté d'appréciation de base qui constitue un véritable signe de reconnaissance et qui conditionne sourdement la compréhension de l'activité philosophique. Je dis la même chose autrement. Des choix inconscients, des choix profondément intériorisés sont d'emblée à l'œuvre et dirigent l'exercice même de la réflexion que les philosophes croient libre. Privant cette réflexion de toute autonomie réelle, ces préférences inconscientes font de son résultat, à chaque fois, une interprétation. C'est la deuxième notion que je fais intervenir, la notion d'interprétation. Vous savez, bien entendu, qu'elle est centrale dans la réflexion de Nietzsche. Ce sont ces préférences, ou le résultat de ces préférences, que Nietzsche déterminera bientôt comme des évaluations ou des valeurs. Ce sont elles qui commandent les possibilités de pensée accessibles aux philosophes, en leur interdisant du même coup d'autres possibilités. Bref, ce sont elles, ces valeurs, ces appréciations fondamentales, ce sont elles qui sélectionnent rigoureusement les questions que les philosophes ressentent comme légitimes. Ce sont elles qui expliquent l'extraordinaire invariance des questions, des problèmes philosophiques qui ont régné dans la tradition depuis le platonisme. Il y a donc un consensus non réfléchi, non conscient, qui conditionne la pratique des philosophes et la compréhension qu'ils se font de leur propre activité. Il faut bien considérer ce point. Ce que Nietzsche découvre à l'arrière-plan des doctrines que soutiennent ces philosophes, ce n'est pas un fondement plus profond qui aurait échappé à la vigilance des philosophes.
c'est tout au contraire la présence de ce qui est la négation même du fondement, des attirances irrépressibles, des appréciations fondamentales qui ne prétendent pas à l'objectivité. Bref, des interprétations qui se traduisent pratiquement sous la forme de pulsions. À quoi est-ce que ces analyses nous conduisent en fin de compte? Au point suivant. Le respect des exigences portées par l'idée même de philosophie. C'est-à-dire, encore une fois, la radicalité, la demande intégrale de justification. Le respect des exigences portées par l'idée même de philosophie exige la suspension des problématiques traditionnelles par lesquelles la philosophie s'est comprise et développée jusqu'à nos jours. Puisque ces problématiques découlent d'un préjugé initial qui identifie la philosophie à la recherche de la vérité. Et dont je viens de montrer que cette identification n'a jamais reçu de justification. Ni la quête d'un absolu théorique, ni la quête d'un absolu ontologique ne sont plus recevables. En d'autres termes, le problème ontologique ou le problème épistémologique, le problème de l'être ou le problème de la connaissance ne constituent pas des problèmes philosophiques directeurs dans la situation où nous sommes, contrairement à ce que la tradition a affirmé. Ce qui explique la condamnation réitérée par Nietzsche de la problématique de la connaissance. La connaissance n'existe pas, répète-t-il assez régulièrement. La connaissance telle qu'elle est comprise ordinairement par les philosophes, c'est-à-dire une connaissance objective, bien entendu. De même que la condamnation totale de l'idée d'être, qui est, vous le savez aussi, réitérée très régulièrement. Jusqu'à ce que soit établie, si c'est possible, la réalité de la vérité, la légitimité du privilège que les philosophes lui accordent. Jusqu'à ce moment, l'alignement de la philosophie sur la recherche de la vérité doit être suspendu. Elle est remise en cause. Le réglage, par conséquent, de cette démarche, et ceci me ramène au point de départ, le réglage de cette démarche en fonction de l'élimination du faux, en fonction de la réfutation, perd toute validité. Ce n'est plus une démarche opérative. Puisque la question de départ, la légitimation de la préférence pour le vrai, n'a pas été apportée. Donc, rien ne justifie plus de traiter l'erreur comme une objection, ce qui explique la fameuse déclaration de Par-delà bien et mal, paragraphe 4, la fausseté d'un jugement ne suffit plus à constituer à nos yeux une objection contre ce jugement. Si on prend conscience de la situation dans laquelle Nietzsche nous entraîne, la chose est assez vertigineuse. On est en train de perdre les repères habituels et on peut être tenté de se demander quelle est la conclusion à laquelle on parvient. Est-ce que Nietzsche veut nous dire que tout est faux? Puisque la justification, n'est-ce pas, du partage entre le vrai et le faux n'a pas été donnée et que le privilège accordé à la vérité n'a pas été justifié non plus. Tout serait-il faux en fin de compte? Nietzsche pose la question lui-même dans la préface qu'il ajoute à Humain trop humain. L'omniprésence du conditionnement axiologique, conditionnement par les valeurs, contraint le philosophe à reconnaître que tout est interprétation. Donc, appréciation à partir d'un angle particulier, appréciation conditionnée par des préférences de principe qui demeurent à l'écart de toute interrogation. Et Nietzsche étend cette logique interprétative à l'ensemble de la réalité. Si tout est faux, quel crédit peut-on encore accorder à l'idée de réfutation? C'est donc la découverte de la nature même du réel qui implique une réforme profonde de l'activité philosophique. La formule de la préface de la généalogie de la morale ne veut nullement dire que Nietzsche tourne le dos à la tradition philosophique et qu'il choisit le mépris du dialogue. Tout au contraire, c'est une incitation à mettre enfin en œuvre ce dialogue de manière authentique, de manière honnête, intellectuellement. Parce que les philosophes
en s'en tenant à des confrontations de thèses, à des oppositions de thèses, n'ont pas véritablement dialogué, pas plus qu'ils n'ont questionné de manière véritablement radicale, c'est-à-dire sans prédéterminer la nature des réponses. Le dialogue que Nietzsche instaure avec la tradition change radicalement de nature. Il faut commencer par interroger non pas les conclusions des philosophes, mais tout au contraire la nature des questions que pose la philosophie, la manière de construire les questions, la manière d'interroger. C'est cela qui est véritablement problématique. Que peut encore rechercher le philosophe si le vrai, si le savoir objectif, au sens strict, s'évanouisse? Je passe à un deuxième temps pour essayer de montrer comment Nietzsche traite cette question. Bon, Nietzsche est hostile, évidemment, tout le monde le sait, à une présentation systématisée de sa pensée, mais on constate cependant qu'il revient régulièrement à certains types d'interrogations, et en particulier à une interrogation sur ce qu'il appelle très fréquemment ma tâche, mon problème, mon but. Le souci d'indiquer un fil directeur de son entreprise est constant, malgré le rejet de la systématicité. Je vais m'arrêter rapidement sur quelques textes, mais uniquement quelques-uns, c'est un choix, il y en a beaucoup d'autres, dans lesquels Nietzsche envisage ce que doit être véritablement la problématique guidant la démarche philosophique. On ne recherche plus la vérité, alors qu'est-ce qu'on cherche? Qu'est-ce qu'on fait exactement? Bon, quelques exemples. Ces textes se multiplient en 1888, la dernière année de l'activité de Nietzsche. Un moment donc où il éprouve le besoin de faire un bilan sur l'avancée de son questionnement lors des années antérieures. Par exemple, dans Le cas Wagner, ma préoccupation la plus intime a toujours été en fait le problème de la décadence. Et j'ai eu mes raisons pour cela. Bien et mal, ce n'est qu'un cas particulier de ce problème. Bon, que nous dit ce texte? Il nous dit que la réflexion sur la morale n'est qu'un cas particulier d'une enquête beaucoup plus large. Donc, en d'autres termes, le problème de la philosophie et le problème de Nietzsche en particulier, ce n'est pas spécifiquement le problème de la morale. Il y a quelque chose de plus profond qui commande cette interrogation. Dans d'autres textes, c'est par exemple la question de la sélection qui passe au premier plan. Le philosophe donc est présenté dans ce cas comme l'homme qui est susceptible d'intervenir pour influer sur l'évolution de l'humanité, pour favoriser le développement de l'homme dans telle ou telle direction particulière. Dans un autre passage de l'époque du Gai Savoir, Nietzsche fixe pour tâche à la philosophie, un peu dans le même esprit, la constitution à long terme de nouveaux êtres. C'est la citation des fragments posthumes du Gai Savoir que je ne lis pas. Dans d'autres textes encore, il définit le questionnement philosophique par référence au problème des valeurs. Toujours à l'époque du Gai Savoir, transformation des jugements de valeur, c'est ma tâche. Certaines autres déclarations privilégient le problème de la hiérarchie et des différents types de vie. D'autres textes encore règlent l'objectif de la philosophie précisément sur la référence à l'intensification de la vie. Il y a un texte de 1887 très important où Nietzsche déclare ceci: développer toute la chaîne de la vie de telle sorte qu'elle devienne de plus en plus puissante, voilà la tâche. Encore une fois, on trouve toujours cette formule, tel est mon objectif, tel est mon but, telle est ma tâche, telle est la tâche de la philosophie, la vraie tâche de la philosophie en général. Bon, et puis il y a un dernier groupe de textes dans lesquels Nietzsche désigne le but de la philosophie en utilisant le terme de culture, ce qui est plus étonnant et plus difficile à comprendre. Je pense en particulier à un texte célèbre d'Ecce Homo, mais il y en a beaucoup d'autres, dans lequel il écrit ceci, dans le chapitre consacré aux considérations inactuelles: la fin ultime, la culture, se perd de vue, le moyen, l'activité scientifique, barbarise. Dans cet essai, Le sens historique, il parle de la seconde inactuelle,
Le sens historique dont notre siècle est si fier était pour la première fois reconnu pour une maladie, pour un signe caractéristique de déclin. Alors, on voit qu'on a donc plusieurs réponses, plusieurs possibilités qui sont listées en quelque sorte par Nietzsche, et le lecteur évidemment est embarrassé. Il y a trop d'éléments, c'est trop divergent, on n'arrive pas à voir clairement là-dedans si ce sont des hypothèses concurrentes ou si Nietzsche veut parler de la même chose à chaque fois, selon des points de vue différents. Il me semble que la dernière réponse, celle qui indique clairement la notion de culture comme étant la règle de l'enquête philosophique, l'objectif de l'enquête philosophique, mérite d'être considérée avec une attention toute particulière. Elle présente la caractéristique d'ouvrir une perspective transversale sur toute l'œuvre de Nietzsche. Nietzsche affirme en particulier que c'est le rapport à ce seul problème, la culture, que l'objectif des considérations inactuelles. Les deux premières considérations, déclare-t-il dans Ecce Homo en 88 quand il relit ses anciennes œuvres, les deux premières considérations inactuelles avaient pour objet de mettre en évidence deux symptômes de la déficience de la culture contemporaine, en particulier la survalorisation de l'histoire, tandis que les deux dernières, celle sur Schopenhauer et celle sur Wagner à Bayreuth, tandis que les deux dernières indiqueraient, à travers ces modèles, les moyens de combattre ces déficiences et donc de restaurer la culture dans son sens authentique. L'ensemble de ces textes, par exemple, les textes, donc, parmi les premiers textes philosophiques de Nietzsche, l'ensemble de ces textes s'organiserait déjà en fonction de la problématique que Nietzsche appelle la culture. Bon, à cette époque, effectivement, si on regarde les textes, en particulier les textes posthumes, Nietzsche, de fait, organise son questionnement en le référant à la notion de culture. Je rentre à deux textes importants de cette époque. Ma mission, comprendre la cohésion interne et la nécessité de toute culture véritable. Les moyens pour protéger et guérir une civilisation, une culture, la relation entre celle-ci et le génie populaire. Ça, c'est un texte de l'époque des inactuels, le fragment 1933 de l'époque des premières inactuelles. 18 ans plus tard, dans Ecce Homo, Nietzsche déclare de manière remarquablement concordante, c'est-à-dire que ceci couvre la totalité du champ de l'époque de l'activité intellectuelle de Nietzsche, n'est-ce pas? Il déclare dans Ecce Homo « Personne avant moi ne connaissait le droit chemin, le chemin qui monte, ce n'est qu'à partir de moi qu'il existe à nouveau des espoirs, des tâches, et il précise, des itinéraires à prescrire à la culture. » En utilisant toujours en allemand ce même terme de culture. À ce stade de l'analyse, il y a deux points à remarquer. D'abord, Nietzsche ramène explicitement certaines des perspectives définissant la tâche de la philosophie à la question de la culture, en les présentant comme des applications particulières. C'est le cas de la décadence en particulier. Dans un texte posthume de 1888, il se propose ceci à propos de Wagner, voir le problème Wagner simplement comme un problème de culture. Wagner est lui-même, en quelque sorte, le problème que pose Wagner est une application particulière de la réflexion générale sur la culture. Le deuxième point, auquel, à mon avis, les commentateurs ne prêtent pas suffisamment d'attention. Le deuxième point qui me semble extrêmement important, c'est que Nietzsche a revendiqué constamment, et pas seulement à la fin de sa carrière, l'unité de sa réflexion, l'unité de sa problématique. Je cite en particulier rapidement un unique texte, la lettre qu'il envoie à son ami Overbeck en juillet 1885. Il écrit ceci: « La méditation des problèmes fondamentaux me ramène toujours aux mêmes décisions. Elle se trouve déjà, quoique de manière aussi obscure et dissimulée que possible, dans ma naissance de la tragédie. » Le premier ouvrage, dans ma naissance de la tragédie. Tout ce que j'ai depuis lors appris de plus s'est inséré dans cette trame et en est devenu partie intégrante. Or, dans la naissance de la tragédie, c'est justement par référence au problème de la culture, et non pas en raison d'un penchant personnel philhelléniste, que Nietzsche justifie l'intérêt des Grecs pour la démarche philosophique.
Dans le paragraphe 15, qui est au cœur de l'ouvrage, qui est le moment de charnière, de transition entre l'analyse technique de la tragédie, de ses significations dans la Grèce, et puis l'analyse de la culture moderne, dans les 10 derniers paragraphes, Nietzsche écrit ceci: les Grecs sont les Auriges qui tiennent en main notre culture, et toute culture. Il faut souligner que, dès ce premier ouvrage, la valorisation exclusive du connaître et de la recherche du vrai sont rapportées à un type particulier de culture. Le socratisme, l'alexandrinisme, n'est-ce pas? L'apollinisme hypertrophié, excessif. Ce n'est pas la caractéristique de la pensée, encore moins de la philosophie en général. L'objectif de l'enquête philosophique devient alors de penser les conditions d'une réforme de la culture contemporaine, se donnant pour objectif l'instauration, non pas la restauration de la Grèce, bien évidemment. Elle est passée, elle est perdue pour toujours. L'humanité suit un fil, on ne revient pas en arrière. Mais l'analogue, quelque chose qui aurait une valeur, un rôle équivalent à ce qu'avait été la culture grecque pré-platonicienne dans l'Antiquité. Donc, je me résume, c'est parce qu'elle se veut questionnement fondamental, radical, que la philosophie n'est pas liée par nature à l'investigation sur la vérité. Celle-ci est une question seconde, parce que conditionnée. Ce qui est véritablement radical, c'est plutôt l'analyse des diverses configurations possibles de l'existence humaine. Et dans un premier temps, c'est cela que Nietzsche désigne par le terme de culture. Les différentes possibilités d'organisation de la vie humaine dans son ensemble, en fonction à chaque fois de préférences, c'est-à-dire de valeurs particulières. Bon, parmi ces possibilités d'organisation de la vie humaine figure comme cas particulier celle qui défend l'organisation de la vie en fonction de la recherche de la vérité et qui fait ainsi passer cette question pour un principe absolu. C'est très précisément cette exigence que vise chez Nietzsche le raccordement de la philosophie à la notion de culture. Ceci a pour conséquence que le philosophe n'est pas compris comme un homme de savoir, mais qu'il est identifié à un médecin très tôt, en particulier avec la formule que vous connaissez de l'époque des inactuels, le philosophe comme médecin de la culture. Ce que je voudrais voir à présent, dans un troisième temps, c'est quel est le sens exact que Nietzsche donne à cette notion de culture, dont nous avons dégagé une première signification, je voudrais la préciser. L'orientation fondamentale de cette problématique est constamment soulignée par Nietzsche. Quel que soit le domaine que l'on considère, le domaine de l'activité humaine que l'on considère, la politique, la religion, la morale, l'art, la pensée, la science, la philosophie, ce ne sont jamais que des manifestations particulières de ce que Nietzsche appelle plus largement culture. Ce sont donc des questionnements qui n'ont pas d'autonomie véritable. Ils ne révèlent leur sens que si on les réfère, à titre de technique, à une économie plus large, une économie qui les dépasse. Et c'est dans cette perspective qu'ils intéressent le philosophe. Voir par exemple ce que Nietzsche déclare dans Par-delà la BMA, dans le paragraphe 61, le philosophe comme nous le comprenons, nous esprits libres, ce philosophe se servira de la religion pour son œuvre d'élevage, d'éducation de l'homme, de même qu'il se servira des conditions politiques, économiques de son époque. Ce que veut dire ce texte, c'est que aussi bien la religion que les conditions socio-économiques, sociopolitiques, si vous voulez, qui existent dans une culture, intéressent le philosophe, pas pour elle-même, mais en tant que subordonnée à un autre but. Il apparaît par conséquent que la culture dont parle Nietzsche, d'abord, ne vise pas ce qu'on appelle ordinairement culture, c'est-à-dire le savoir intellectuel, l'étendue du savoir, ce que Nietzsche désigne plutôt par le terme de Bildung, en général, dans ses textes. La culture se caractérise pour lui par une position large, englobante. Elle couvre en quelque sorte tous les champs d'organisation de la vie humaine. C'est ce que disait déjà un texte de la définition qu'on trouvait dans la première considération inactuelle, dans le paragraphe 1. La culture, c'est avant tout l'unité de style artistique à travers toutes les manifestations de la vie d'un peuple. Bon. Mais dire que Nietzsche est un penseur de la culture ne vise pas uniquement à caractériser l'étendue considérable du champ de problèmes que ces textes abordent. Cela vise à indiquer
une modification de problématique. Et c'est sur ce point que je voudrais insister. Qu'est-ce qui est problématique? Qu'est-ce qui fait problème philosophiquement? Qu'est-ce qui mérite d'être interrogé dans cette idée de culture? Pour saisir le sens de ce déplacement, je vais proposer d'examiner un cas particulier qui est le cas de l'analyse de la morale, parce que c'est un des plus documentés dans les textes nietzschéens, et je voudrais faire remarquer une chose qui me semble extrêmement importante, et je pense également que les commentateurs ne lui accordent peut-être pas suffisamment d'importance non plus de manière générale. Si l'on regarde la manière dont Nietzsche caractérise ce qu'il appelle morale, dans quel cas est-ce qu'on a le droit de parler d'une morale exactement? On voit qu'il offre de manière bizarre une double caractérisation des morales. Il y a une série de textes qui, eux, sont bien connus, bien étudiés, constamment exploités par les commentateurs, une série de textes très larges qui adoptent une perspective, je dirais, par réduction généalogique. C'est le cas, par exemple, de Par-delà BMA, le paragraphe 187, « Les morales ne sont aussi qu'un langage figuré des affects ». Bon, dans ces textes, qu'est-ce que fait Nietzsche? Il condamne l'essentialisme, il indique que les réalités qui sont traitées comme des réalités en soi par la philosophie ont en réalité des origines dans nos pulsions. Donc, la tâche qui s'impose à la philosophie, c'est d'identifier ces origines, quelles sont les pulsions dont provient telle ou telle forme de morale, par exemple la nôtre, la morale ascétique, la morale qui survalorise l'intelligible, qui se méfie du sensible. Bon, et c'est ce que fait, par exemple, évidemment, de manière très détaillée, le texte de 1886, la généalogie de la morale. Ça, c'est le premier groupe, ce n'est pas très surprenant. On a l'habitude de voir Nietzsche travailler comme ça, en réduisant, en montrant que les morales sont des interprétations, donc en les réduisant à des sources productrices qui sont inconscientes, qui sont des valeurs ou des pulsions. Mais étrangement, on constate que Nietzsche travaille également dans une direction inverse, et ceci de manière simultanée. C'est-à-dire qu'on n'a pas affaire à un changement d'appréciation qui varierait selon les époques, qui serait lié à des époques particulières. Tout au long de son questionnement, les deux perspectives sont présentes et se contredisent. Dans ce deuxième groupe de textes, Nietzsche déclare par exemple, fragment posthume de 1885, « Les morales et les religions sont le principal instrument qui permet de faire de l'homme ce qu'on veut, à condition qu'on ait d'abord une surabondance de force créatrice et qu'on puisse affirmer sa volonté créatrice sur de longs espaces de temps, sous forme d'institutions juridiques et de lois. » Ces textes sont très différents du groupe précédent. Nietzsche ne définit plus ici les morales comme des interprétations. Il fait quelque chose de radicalement différent. Il traite les morales non pas comme des résultats, mais au contraire comme des sources. Comme des sources de transformation du type de vivant qui les pratique. En d'autres termes, il traite les morales comme étant des instruments de sélection, de transformation de l'homme qui les pratique, qui obéit à leurs prescriptions, à leurs réglementations en quelque sorte. C'est-à-dire que les morales ont pour objet, chaque morale a pour objet d'induire, de produire à long terme une modification du type d'homme qui la pratique. C'est cela que Nietzsche étudie de manière précise ici. Alors ce que l'on voit, c'est que l'examen du statut des morales indique une chose importante. C'est que le théorique, l'approche théorique, n'a pas d'autonomie et se révèle être au service du pratique, n'être rien d'autre que du pratique. Je veux dire la chose suivante. Les textes de Nietzsche nous montrent que les morales ne sont pas simplement des analyses théoriques, des doctrines. Ce sont des régulations pratiques. Mais pour que ces régulations pratiques fonctionnent, il est indispensable de croire, d'adhérer théoriquement à leurs prescriptions. Donc il y a un jeu très complexe entre le théorique et le pratique qui se met en place ici.
Je me résume, on voit que deux perspectives extrêmement différentes cohabitent. Les morales sont définies à la fois comme des systèmes de valeurs et comme des techniques de transformation aptes à produire une forme d'élevage, c'est-à-dire une imposition de régularité et de discipline. Ce qui est intéressant, c'est de voir que Nietzsche traite les philosophies exactement de la même manière, de manière double également. On peut trouver également des séries de textes où les philosophies apparaissent comme des interprétations résultant de telle ou telle demande pulsionnelle, mais également des philosophies comme des systèmes d'éducation et d'élevage, des systèmes de transformation de l'homme. Comment parvenir à concilier ces deux perspectives? C'est-à-dire un statut de résultat d'un côté, un statut de source conditionnante de l'autre. Et je crois qu'ici, on bute sur la difficulté majeure de la réflexion nietzschéenne. C'est précisément le problème que soulignait Éric Blondel. J'en reviens à ce qu'il disait. Est-ce que le christianisme est la cause de l'affaiblissement du corps? Ou est-ce qu'il est au contraire le résultat, une attirance, le résultat de ce que désire un corps qui est déjà affaibli et déjà malade? Est-ce que c'est le corps qui est premier, comme beaucoup de textes semblent l'affirmer, ou est-ce qu'au contraire, c'est l'interprétation dont le corps apparaît comme un produit? Il faut admettre en ce cas qu'il y a un effet, une influence des interprétations sur la nature et la structuration du corps. D'où part l'analyse de Nietzsche. On a beaucoup de mal à voir clairement quelle est la logique qu'il suit ici. Or, on n'a pas affaire à une inconséquence, une contradiction passagère. Il s'agit d'une articulation sur laquelle les textes reviennent à plusieurs reprises, tout particulièrement dans les années 1880. Je vais me référer ici rapidement, je m'achemine vers la fin de ces analyses, mais j'ai besoin de me référer malgré tout à quelques textes précis. Le premier, c'est le paragraphe 6 de la préface de la généalogie de la morale, puisque c'est là que Nietzsche donne une définition stricte de ce qu'il appelle généalogie. Bon, et cette nouvelle exigence, n'est-ce pas, il la définit de la manière suivante. La morale comme conséquence, elle implique de faire ceci, traiter la morale comme conséquence, mais aussi la morale comme cause. Traiter la morale comme symptôme, mais aussi la morale comme remède. Donc, ce que nous dit Nietzsche, dans ce texte-là, c'est que pour la philosophie, un double point de vue doit être tenu simultanément. La morale est à la fois une cause et une conséquence. Ou bien, pour le dire dans le lexique médical, c'est à la fois un symptôme et un remède. Un remède bon ou mauvais, ça c'est un autre problème, mais quelque chose qui a en tout cas une efficacité, qui produit une modification. Et c'est justement cela, c'est cette logique double qui constitue le cœur de la réflexion sur la culture, c'est ça que je voudrais arriver à vous indiquer en conclusion, et qui est si difficile à comprendre. C'est vraiment sur ce point-là que Nietzsche bouleverse la nature de l'enquête philosophique. La logique de l'interprétation qui caractérise la pensée nietzschéenne n'est pas simplement un mouvement d'engendrement unidirectionnel. Ce n'est pas simplement un mouvement dans lequel les instances engendrées, c'est-à-dire les interprétations, resteraient sans effet, sans influence en retour sur les origines, les sources de leur production. Il ne s'agit pas pour Nietzsche d'arriver à produire, à mettre en place une nouvelle forme de causalité, d'idée de production linéaire, mais tout au contraire de comprendre que le schéma causal qui a été privilégié en philosophie laisse échapper ce qui fait la logique propre de la réalité. On ne peut pas dire simplement que les valeurs sont la cause des interprétations ou que les interprétations sont l'effet des valeurs. Parce que, comme l'indique le second groupe de textes sur lequel je viens d'attirer l'attention, les interprétations qui sont produites effectivement par des valeurs jouent à leur tour, une fois qu'elles sont constituées, elles jouent à leur tour le rôle de source, le rôle de cause, produisant une modification du type d'homme. Ce qu'on trouve ici, qui est très difficile à saisir, c'est le mode d'expression même
de la réalité. C'est la logique qui anime la réalité elle-même, aux yeux de Nietzsche, et c'est cela précisément qu'il doit prendre en compte pour se redéfinir. Le déplacement, on voit, je crois, dans cette perspective, s'éclairer le sens du rejet nietzschéen, de l'idée de réfutation. Le déplacement problématique que Nietzsche opère tient à la découverte de ce fait que l'exigence philosophique est double. Il faut dire simultanément à la fois la culture comme produit du corps, c'est-à-dire des préférences qui s'expriment sous forme de pulsion, mais aussi dire le corps comme produit. En d'autres termes, dire l'influence de la culture sur le corps par l'intermédiaire du processus d'incorporation des valeurs. C'est cette liaison réciproque entre le corps et l'interprétation qui constitue le cœur de la réflexion nietzschéenne. Les interprétations sont en effet à la fois des effets, et donc on peut les traiter comme des symptômes qui indiquent secrètement leurs origines, et simultanément des causes, c'est-à-dire des facteurs de modification pratique, éventuellement des thérapies. Les variations de type dont l'être humain est susceptible représentent par conséquent la préoccupation centrale de ce que Nietzsche appelle la culture. Il s'agit d'identifier cette logique qui est propre au réel et qui influe en particulier sur l'évolution de l'humanité. La question désormais donc qui se pose, c'est d'apprécier les répercussions sur les objectifs véritables de la philosophie, et je voudrais faire très brièvement quelques remarques pour finir là-dessus. Ce qui caractérise la position nietzschéenne, ce n'est pas seulement l'identification de la philosophie à la problématique de la culture, c'est aussi la description de ce problème grâce à l'image médicale, grâce à l'image du médecin. Pourquoi? Précisément parce que cette image se trouve capable, apte à formuler la complexité de ce double mouvement sur lequel je viens d'insister. Pour décrire avec pertinence la spécificité du travail du philosophe, le modèle de l'activité médicale est préférable au modèle classique de la vision, la contemplation des essences, n'est-ce pas? Parce qu'il nous permet de comprendre que le philosophe ne rencontre jamais que des appréciations faisant l'objet d'une croyance, d'une adhésion. En d'autres termes, des interprétations. Mais que simultanément, le traitement de ces croyances n'est plus une affaire de représentation. Ce que nous dit cette problématique de la culture, c'est la nécessité de sortir de la logique de la représentation, de la logique simplement du traitement des idées. La question qui va guider désormais l'investigation ne sera plus quel est l'essence de tel objet, quelle est la nature de tel phénomène, mais quel est l'effet produit par la croyance, l'adhésion à tel type d'opinion, à tel type de croyance particulière. Quelle est l'influence de cette croyance sur le vivant qui y croit et qui la pratique? Sur le vivant qui la pratique. Donc, l'erreur perd effectivement son statut d'objection, on le comprend bien. La vérité n'a été qu'une tentative d'organiser la vie humaine parmi beaucoup d'autres, n'est-ce pas? Or, Nietzsche souligne que les préférences qui sont repérées au fond des doctrines des philosophes sont des régulations pratiques du vivant, et que c'est une erreur de les traiter sur un plan strictement théorique, comme s'il s'agissait d'idées susceptibles de vérité ou de fausseté, n'est-ce pas? Ce sont des régulations pratiques et non pas des représentations, dont la contemplation épuiserait la nature. Or, face à la nécessité d'une régulation pratique, que peut une contestation théorique, une réfutation? Comme le dit Nietzsche de manière, je trouve, tout à fait magnifique dans plusieurs textes, en particulier dans le cas Wagner, une maladie ne se réfute pas. Ce n'est pas avec des arguments théoriques que l'on combat une réalité pratique. Une maladie ne se réfute pas. Des conditions d'existence ne se réfutent pas, ajoute-t-il dans un texte posthume de 1882. Nietzsche ne veut pas dire que la philosophie se trouve dans une situation de fatalisme, c'est-à-dire qu'elle est obligée, en quelque sorte, d'observer dans l'impuissance le jeu de la réalité sans pouvoir intervenir. On comprend au contraire, je crois désormais, la portée de cette déclaration dont je suis parti, que m'importent les réfutations.
La négation théorique est dérisoire. Elle est dérisoire parce qu'elle est aveugle à la véritable logique qui anime la réalité. L'erreur fondamentale des philosophes, donc, ça a été de prendre, en quelque sorte, certains moyens de la vie pour normes absolues, mais certains moyens, parmi beaucoup d'autres possibles, pour normes absolues, et d'interpréter les exigences pratiques comme étant des instances théoriques, des réalités théoriques. C'est cette découverte donc, qui implique pour la philosophie la mise en place d'une logique nouvelle, adaptée à la nature spécifique de l'objet qu'elle affronte. Dans ces conditions, prendra chez Nietzsche la place qu'occupait alors la réfutation, l'action concrète de neutralisation, et l'action pratique concrète de neutralisation des valeurs, des évaluations régnantes, lorsqu'elles sont nocives, et c'est le cas dans notre culture à nous. La nature même du réel implique que la tâche du philosophe consiste bien désormais à agir, à intervenir, en épousant les stratégies qui sont celles de la culture. Quelques mots pour finir, si vous me permettez, pour rassembler ces deux lignes d'analyse qui sont constamment conjointes. Au point de vue problématique, ce que Nietzsche appelle culture renvoie non pas à un savoir, mais à une dynamique, à une logique particulière, à la liaison réciproque entre une série de valeurs et les interprétations que ces valeurs rendent possibles. C'est cela qu'il s'agit d'interroger à présent, selon un protocole d'investigation tout à fait neuf, qui ne peut plus être la méthodologie applicable à la recherche de la vérité. Toute réalité, toute interprétation exprime, traduit et produit à la fois. C'est cette articulation-là, beaucoup plus complexe que la logique de la causalité, de la production causale, c'est cette articulation-là, le fait que les résultats sont également des sources, que les interprétations sont également des sources d'action, les interprétations produites par les pulsions sont des sources d'action sur ces pulsions, de transformation de pulsions, c'est cela qui constitue la logique même du réel. C'est pour ça que le philosophe, donc, doit être médecin. La question qui se pose au philosophe, c'est donc non seulement de comprendre cette logique de réciprocité des influences, qui est celle de la culture. Le corps produit des interprétations, mais les interprétations agissent en retour sur le corps. Bien plus encore, c'est d'exploiter cette compréhension du processus interprétatif pour orienter son intervention, sa participation au jeu de la réalité, et pour parvenir à envisager, je finis sur cette formule de part de la bien et mal, tout ce que l'on pourrait encore faire de l'homme à force des pages. Je vous remercie infiniment.